Bienvenue dans cette exploration des dynamiques sociales. On pense souvent que le changement, ça vient d'en haut, des majorités, du pouvoir. Oui, l'idée dominante, c'est ça. Mais et si les vrais séismes sociaux, en fait, étaient souvent provoqués par de petits groupes, Hmm, des voix isolées qui rament complètement à contre-courant? exactement. Aujourd'hui, on plonge dans cette idée assez contre-intuitive. Comment des minorités, parfois même détestées, finissent par transformer nos pensées les plus profondes. Absolument. Et pour ça, on va s'appuyer sur un travail qui a vraiment fait date, Psychologie des minorités actives de Serge Moscovici. Ah oui, Moscovici. C'est un livre qui, dès les années 70, a, on peut dire, complètement renversé la table sur la façon dont on comprenait l'influence sociale. Renverser la table? Oui, fini le modèle simple où bon, la majorité dicte sa loi et puis les autres, ils suivent ou ils sont marginalisés, quoi. Ok, donc notre mission aujourd'hui, essayer de comprendre le mécanisme un peu secret de ces minorités actives. Comment elles font pour non seulement résister, mais carrément pour semer les graines de nouvelles idées. De nouvelles normes. C'est ça, parfois sans même qu'on s'en rende compte tout de suite. Ça paraît presque magique. C'est moins magique qu'une question de psychologie sociale très très fine. Pour vraiment apprécier la révolution Moscovici, il faut voir d'où on partait. Le modèle dominant avant lui, on l'appelle fonctionnaliste. Fonctionnaliste. Oui. Et ce modèle voyait l'influence comme une sorte de maintien de l'ordre social. C'est-à-dire? L'influence, ça servait surtout à ce que tout le monde rentre bien dans le rang. Exactement. La vision était assez unilatérale. Le groupe, l'autorité, la majorité, hop, exercent une pression pour assurer la conformité. Le but, la stabilité, le consensus. D'accord. Et on pensait que tout ça, ça fonctionnait principalement par la dépendance. Les gens se conformeraient parce qu'ils dépendent des autres, tout simplement. Dépendant comment? Parce qu'on a peur d'être rejeté si on fait pas comme tout le monde, ou peut-être parce qu'on sait pas trop quoi penser et on se fie aux autres? Voilà, c'est exactement ça. Ce sont les dépendances normatives, la peur du rejet, le besoin d'appartenance, tout ça, et informationnelles. Informationnel. Oui, chercher la bonne réponse chez les autres quand on est dans le doute, dans l'incertitude. Et puis, il y a aussi la dépendance plus classique, au pouvoir, au statut. On obéit au chef, quoi. Hum. Mais dans tous les cas, l'individu ou la minorité est vu comme passif. Juste une cible. Oui. Et l'innovation, dans ce cadre, au mieux, c'était un privilège du chef, ou alors une sorte de déviance un peu pathologique, anormale. Ça semble un peu limité comme vision, non? Enfin, ça n'explique pas vraiment d'où viennent les grandes idées nouvelles, les changements de société radicaux, si tout le monde cherche juste à se conformer. Voilà, c'est précisément la critique de Moscovici. Il dit attention, ce modèle regarde la société uniquement avec les yeux de la majorité, du pouvoir en place. D'accord. Du coup, il est incapable d'expliquer comment des Martin Luther King, des Galilée, les suffragettes, toutes ces minorités sans pouvoir au départ ont pu bouleverser le monde. Oui, c'est vrai. Pour ce modèle, la déviance, c'est juste un échec de conformité. Alors que, dit Moscovici, ça peut être une source incroyable de créativité, de changement vital, Donc lui, il propose de regarder les choses complètement différemment. de changer de lunettes. Radicalement. C'est son modèle génétique. Fini le flux d'influence à sens unique. Pour lui, l'influence, c'est une interaction, un processus réciproque. Réciproque. Oui, la minorité n'est pas juste une cible passive, elle peut être une source d'influence tout aussi puissante et parfois même plus que la majorité. Ah oui. Et le moteur de tout ça, attention, ce n'est plus la dépendance, mais le conflit. Le conflit. Attendez, on nous dit toujours qu'il faut l'éviter le conflit pour que le groupe fonctionne bien. Divergence d'opinion, de normes, ce n'est pas un bug du système, c'est le moteur même de l'influence sociale. Le moteur. Oui, pensez-y. La conformité, elle cherche à réduire ce conflit. La normalisation, quand on coupe la poire en deux, on fait un compromis, elle cherche à l'éviter. D'accord. Mais l'innovation, celle qui est portée par une minorité active, elle crée délibérément le conflit, pour remettre en cause la norme dominante et en proposer une nouvelle. Elle jette un pavé dans la mare, en quelque sorte. Exactement. C'est ce conflit qui force la majorité à réfléchir, à douter de ses propres évidences. D'accord, je vois. Mais toutes les minorités ne changent pas le monde, quand même. Il y a des groupes marginaux qui restent marginaux. Quelle est la différence? Ah, c'est la distinction clé qu'il fait entre minorité anomique et minorité nomique. Anomique et nomique. Oui,
L'anomique, c'est celle qui dévie, mais sans proposer d'alternative claire. C'est plus une transgression, un manque de repères. Elle est souvent juste marginalisée, effectivement. Ok. La minorité nomique, par contre, c'est elle qui est active. Elle a une position définie, elle est cohérente, elle a une norme alternative à proposer. C'est elle qui a le potentiel de devenir une vraie source d'influence. D'accord, la minorité nomique. Et comment elle fait alors, si elle n'a ni le nombre pour elle, ni le pouvoir officiel? C'est quoi son secret, sa botte secrète? Son style de comportement. C'est ça l'arme principale de la minorité active, selon Moscovici. C'est moins ce qu'elle dit que comment elle le dit et surtout comment elle le maintient dans la durée. Le style? Oui, c'est l'organisation intentionnelle de ses actions, de ses opinions. C'est ça qui envoie un message puissant à la majorité. Un message de certitude, d'engagement. Et dans ce style, qu'est-ce qui est le plus crucial? C'est quoi l'élément déterminant? La consistance, c'est vraiment la pierre angulaire, indispensable. La consistance. Être consistant, ça veut dire deux choses. D'abord, maintenir sa position fermement, dans le temps, répéter, répéter encore. Et ensuite, être cohérent intérieurement. Pas de contradiction flagrante dans le discours du groupe. Mhm. Une minorité qui dit et redit la même chose de manière unie, eh bien elle devient visible, dérangeante. Elle force la majorité à se poser des questions. Mais pourquoi ils tiennent tant à cette idée? Et s'ils avaient raison finalement? C'est ça qui crée le conflit cognitif dont vous parliez. Exactement. Ça sème le doute. C'est l'idée derrière la fameuse expérience bleu-vert. Racontez un peu, ça illustre vraiment bien, non? Ah oui, c'est l'illustration parfaite. Imaginez la scène. On réunit des groupes de gens et on leur montre des diapositives qui sont objectivement, clairement bleues. Ok, des diapos bleus. Dans chaque groupe, il y a une majorité de participants naïfs, qui sont là pour l'expérience, sans savoir ce qu'on teste vraiment, et une petite minorité de complices de l'expérimentateur. D'accord, les complices. Et là, le test. Dans certains groupes, cette minorité de complices dit systématiquement vert à chaque diapositive bleue. Toujours vert, vert, vert. Même si c'est bleu. Même si c'est bleu. Dans d'autres groupes, pour comparer, la minorité dit vert, mais seulement de temps en temps, de manière inconsistante. Et le résultat alors? Ça a marché? Spectaculaire. Quand la minorité était consistante, quand elle répétait vert sans arrêt, eh bien un nombre significatif de participants naïfs se mettait à dire vert, eux aussi, publiquement. Ah oui. Pas tous, bien sûr, mais assez pour montrer une influence réelle, mesurable. Par contre, quand la minorité était inconsistante, Là, rien. son influence était quasiment nulle. La consistance, ça signalait la certitude, l'engagement fort. Ça rendait l'alternative vert crédible, même si elle semblait fausse au départ. C'est incroyable. Juste en répétant la même chose, même si ça paraît objectivement faux au début. Mais est-ce que ça suffit d'être juste têtu, consistant? La consistance est essentielle, c'est la base, mais d'autres aspects du style de comportement jouent aussi un rôle important. Comme quoi, par exemple? Eh bien, l'investissement. Montrer qu'on est prêt à payer un prix pour ses idées, faire des efforts, des sacrifices personnels, ça augmente énormément la crédibilité. Oui, ça montre qu'on y croit vraiment. Exactement. Il y a aussi l'autonomie. Il faut que la minorité paraisse agir par conviction profonde, intrinsèque, et pas sous la pression extérieure ou pour défendre des intérêts cachés. Ça renforce l'idée qu'elle défend une certaine forme de vérité, d'objectivité. D'accord. Investissement, autonomie. Et la flexibilité? Est-ce qu'il faut être rigide comme un roc ou est-ce qu'il faut savoir négocier un peu pour influencer? Ah, ça c'est un équilibre très délicat. Moscovici et d'autres chercheurs après lui, comme Muni, ont beaucoup travaillé là-dessus. Et alors? Ce qui ressort, c'est que si la consistance sur le fond, sur le message principal, est cruciale, ça, on n'y touche pas. Une certaine flexibilité sur la forme peut être plus efficace. Une flexibilité sur la forme. Oui, une capacité à négocier sur des points secondaires, à tenir compte de l'autre, sans céder sur l'essentiel. Parfois, on appelle ça l'équité. Ça peut permettre d'élargir l'influence, surtout auprès de ceux qui sont initialement très éloignés de la position minoritaire. Donc, pas forcément être buté sur tout. Non. Une rigidité absolue, perçue comme dogmatique, fermée, ça peut entraîner le rejet pur et simple. Les gens se braquent. D'accord. Mais attention, parfois cette rigidité est nécessaire, surtout au début, pour marquer une rupture claire avec la norme dominante. Ça dépend vraiment du contexte, de la cible. C'est subtil. C'est une danse complexe, en fait. Et l'impact de cette influence minoritaire, est-ce que c'est juste que les gens finissent par dire oui en public histoire d'avoir la paix?
Ah, mais c'est là qu'on touche à un autre point absolument fascinant et très contre-intuitif de la théorie. Ah bon? Lequel? La différence entre l'effet de l'influence majoritaire et celui de l'influence minoritaire. L'influence de la majorité produit souvent ce qu'on appelle de la complaisance. La complaisance, c'est-à-dire? On dit oui en public, on se conforme en apparence, mais au fond, on n'y croit pas vraiment. C'est superficiel. Ok, L'influence minoritaire, elle, même si elle est plus difficile à obtenir en surface, est beaucoup plus susceptible de provoquer une conversion. une conversion, carrément. C'est-à-dire un changement plus profond, plus réel. Exactement. Un changement privé, intime, parfois même inconscient au niveau des attitudes ou des perceptions profondes. Les gens peuvent être influencés par la minorité sans même s'en rendre compte. Attendez, comment ça, inconscient? On peut changer d'avis sans le savoir? C'est ce que suggèrent les suites de l'expérience bleu-vert. Après la phase où les participants jugeaient les couleurs en groupe, Oui. on leur a fait passer individuellement cette fois un test de discrimination des couleurs beaucoup plus fin, un test de perception pure. Et? Et la surprise, même les participants qui n'avaient jamais dit vert publiquement, sous l'influence de la minorité consistante, Oui, ceux qui avaient résisté en apparence. eh bien, ces participants montraient un déplacement significatif de leur seuil de perception entre le bleu et le vert. Ils commençaient à percevoir comme vertes des teintes qu'ils auraient catégoriquement classées comme bleues avant l'expérience. Non? C'est fou ça. Donc, l'idée de la minorité, le vert, avait fait son chemin en profondeur. Elle avait modifié leur perception même, sans qu'ils aient cédé en apparence. Précisément. L'influence minoritaire, elle opère souvent de manière latente, cachée, différée. On résiste en surface, peut-être par peur d'être associé à la minorité déviante. Oui, on veut pas avoir l'air bizarre. Voilà. Mais le message, lui, sème le doute. Il travaille en arrière-plan. Il peut émerger plus tard, parfois sous une autre forme ou quand la pression sociale est moins forte. C'est une influence beaucoup plus insidieuse et potentiellement bien plus durable que la simple complaisance obtenue par la majorité. Ça expliquerait pourquoi on peut être si agacé parfois par certains groupes minoritaires très insistants, très consistants, Oui. mais finir, des années plus tard, par adopter certaines de leurs idées sans même s'en souvenir ou en pensant que ça vient de nous. Tout à fait. C'est une dynamique très courante. Et ça renvoie à la perception de la minorité active par la majorité qui est souvent très ambivalente. Ambivalente? Oui. D'un côté, il y a souvent un rejet affectif. On les trouve agaçants, rigides, pas sympathiques et nous énervent. Mhm. Mais d'un autre côté, il peut y avoir en même temps une forme de reconnaissance cognitive. Une sorte de froide admiration, comme dit Moscovici. Une froide admiration. Oui, on admire malgré nous leur courage, leur certitude, leur capacité à nous faire réfléchir, à stimuler le débat. On ne les aime pas forcément, mais on reconnaît qu'ils ont quelque chose, qu'ils pointent un problème, qu'ils ont peut-être raison sur certains points. Donc pour ces minorités actives, le but ultime, ce n'est peut-être pas tant d'être populaire, d'être aimé, Non, pas forcément. mais plutôt d'avoir cet impact. D'être reconnus dans leurs différences, dans la validité de leur point de vue. C'est un moteur psychologique absolument essentiel que Moscovici mit en hier. Cette quête de reconnaissance sociale, pas la popularité, pas forcément être aimé ou accepté dans le groupe majoritaire tel qu'il est. D'accord. Mais voir sa perspective distincte, ses idées validées par l'impact qu'elles ont sur les autres, par le changement qu'elles induisent, c'est ce besoin fondamental de reconnaissance qui explique pourquoi des minorités peuvent persister pendant des décennies, parfois, face à l'hostilité, à l'impopularité, à la répression. Et Moscovici utilise l'exemple d'Alexandre Solzhenitsyn pour illustrer ça de manière assez frappante, non? Comment son histoire s'inscrit dans ce modèle. Ah oui, Solzhenitsyn, c'est un cas d'étude presque parfait de la minorité nomique active. Tout son combat contre le régime soviétique illustre magnifiquement les points clés de la théorie. Par exemple, D'abord, la création de conflits. En révélant la vérité sur l'univers du goulag, il brise un tabou énorme. Il crée une divergence fondamentale avec la réalité officielle. Il force le conflit. oui, évidemment. Et la consistance ensuite, il n'a jamais cédé d'un pouce, c'est ça? Une consistance de fer, absolument. Il a refusé toutes les tentatives d'édulcorer ses écrits. Il a résisté à toutes les pressions, les menaces, les offres de compromis. Cette consistance incroyable face à un pouvoir aussi écrasant a forcé le monde entier, et même ses adversaires au final, à le prendre au sérieux. Impressionnant. Et il incarnait aussi parfaitement l'investissement, les années de camp, les risques insensés qu'il a pris, et l'autonomie. Il agissait clairement par conviction morale profonde, pas par intérêt.
Et Moscovici souligne aussi son besoin de rester dangereux, de ne pas être récupéré par le système. C'est crucial, oui. Pour maintenir son identité de minoritaire actif et donc la force de son message, il devait refuser les arrangements qui auraient pu l'intégrer, le neutraliser, le rendre inoffensif. Hmm. Moscovici analyse même son refus obstiné de demander un visa pour émigrer. Oui. Pourquoi? Parce qu'en forçant le régime à l'expulser, Solzhenitsyn obtenait l'acte de reconnaissance ultime de son statut d'ennemi irréductible. Le pouvoir, par cet acte d'expulsion, validait la force et la pertinence de sa position minoritaire. C'est puissant comme analyse, ça montre bien que ce n'était pas juste une affaire politique, mais aussi une dynamique psychologique profonde de lutte pour la reconnaissance de sa propre vérité face à la norme. Exactement. C'est un exemple extrême, bien sûr, mais il révèle de façon très claire les mécanismes psychologiques qui sont à l'œuvre quand une voix minoritaire, cohérente et déterminée, défie un consensus établi. Alors, si on devait récapituler un peu ce voyage fascinant dans la psychologie de l'influence, le message clé, le truc à retenir, c'est que l'influence, ça ne descend pas toujours du sommet vers la base, de la majorité vers la minorité. Non, loin s'en faut. Les minorités actives, même sans pouvoir apparent, sans statut élevé, peuvent être des catalyseurs majeurs de changement social. C'est une idée forte. Et leur outil principal pour ça, c'est leur style de comportement. En particulier la consistance, c'est vraiment ça le nerf de la guerre pour une minorité qui veut influencer. Et en créant du conflit cognitif chez les autres. Elles forcent la réflexion, elles ouvrent des brèches dans les certitudes et elles peuvent induire une conversion profonde et durable chez les membres de la majorité, même si c'est souvent de manière cachée, latente ou différée dans le temps. D'accord. Et leur moteur profond, ce n'est pas tant la recherche de popularité immédiate Non. que celle de la reconnaissance sociale de leur perspective unique, de la validité de ce qu'elles apportent. Tout à fait. Ça change complètement la façon dont on peut regarder les débats de société, les mouvements sociaux qui nous entourent aujourd'hui. Précisément. Le modèle de Moscovici nous donne vraiment une grille de lecture très utile pour comprendre pourquoi certaines idées qui étaient initialement marginales, voire même ridiculisées, finissent parfois par s'imposer, par devenir la nouvelle norme. Ça nous invite à regarder au-delà du bruit médiatique, au-delà des rapports de force apparents. Quels sont ces groupes, petits ou grands, mais définis par leur positionnement distinct, qui rament à contre-courant avec cette fameuse consistance? Oui, où sont les minorités nomiques d'aujourd'hui? Et quel type d'influence visible ou plutôt souterraine est-ce qu'ils exercent vraiment sur nos propres certitudes, sur le tissu social? Peut-être parfois sans que nous en soyons pleinement conscients. C'est la question essentielle, en effet. Identifier ces minorités actives, analyser leur style, leur consistance, leur flexibilité éventuelle, et puis tenter d'évaluer leur impact réel, même s'il est latent, caché, c'est peut-être une des clés pour comprendre où nos sociétés sont véritablement en train d'aller. Une réflexion passionnante à poursuivre, assurément.